Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire donc, sur les leviers dont disposent les entreprises pour servir les droits humains. Alors, c'est une initiative de la Direction du développement durable du service public de Wallonie qui s'inscrit dans un contexte national. Certains d'entre vous étaient présents à la séance de lancement donc, du deuxième plan d'action national entreprises et droits humains. Donc, c'était le 18 janvier dernier. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de vous donner en fait des clés pour qu'un maximum d'entre vous participent à cette consultation nationale. Donc, nous reviendrons en fait sur les modalités pratiques de cette consultation dans la dernière partie du webinaire. Donc, le fil rouge de la matinée, c'est de zoomer en fait progressivement sur ces questions, en démarrant en fait avec une clarification des concepts clés, et puis on aura une présentation des instruments de référence relatifs donc aux devoirs de vigilance. Alors ensuite, on fera le point sur les pistes qui s'offrent à vous pour continuer à vous former sur le sujet. Et puis, on aura deux exemples concrets, l'un en fait à l'échelle d'une filière et l'autre au niveau d'une entreprise. Alors, avant de se lancer, quelques consignes d'usage. N'hésitez pas en fait à poser vos questions dans la conversation tout au long de la matinée. Donc, si possible, en indiquant aussi à quel intervenant vous souhaitez l'adresser. Voilà, on a prévu en fait plusieurs moments pour y répondre. Et donc, à ce moment-là, vous aurez aussi la possibilité de lever votre main virtuelle pour une intervention orale, si vous le souhaitez, bien sûr. Dernière information, donc l'enregistrement du webinaire sera mis à votre disposition dans la suite de l'après-midi. Alors, sans plus attendre, j'ai le plaisir en fait de vous présenter Madame Aurélie Laurent pour nous adresser un mot d'introduction au nom du cabinet de la ministre Céline Tellier en charge du développement durable. Voilà, Madame Laurent, la parole est à vous. Merci. Bonjour à toutes et tous. Voilà, je vais faire un petit mot rapide d'introduction et je vais d'abord me présenter pour vous expliquer un peu pourquoi c'est moi qui fais ce petit mot aujourd'hui. Alors, je travaille un jour par semaine donc pour le cabinet au niveau du développement durable en général et les autres jours de la semaine, je travaille au sein d'une organisation dont le but est de favoriser la coopération au développement à travers des projets liés soit aux énergies renouvelables, soit à l'agroécologie. Et précédemment, j'ai été responsable de la RSE au niveau de ce qu'on appelait le Ducroire, aujourd'hui Credendo, pendant de nombreuses années. Et donc, j'ai été confrontée régulièrement, à la fois dans le passé et aujourd'hui, je le suis encore, à la question des droits de l'homme dans les projets qui se situent en dehors de l'Europe, avec des entreprises de toute taille, des toutes grandes entreprises belges qui ont une activité à l'international importante, mais aussi des petites PME qui se lancent sur les marchés émergents. Et je dois dire, pour vraiment résumer l'expérience de ces dernières années, que la question des droits de l'homme, bien entendu, est montée fort au niveau de l'agenda, si je puis dire, dans le sens où vérifier les impacts environnementaux et sociaux, c'est une chose, mais il arrive souvent qu'on doit faire une analyse spécifique au niveau des droits de l'homme, dans le sens où ce sont des impacts et des risques parfois de nature assez complexes, voire très complexes. Je vais vous donner deux exemples qui peuvent paraître contre-intuitifs. Comme je vous le disais, donc aujourd'hui, dans le cadre de la coopération au développement, j'analyse des projets d'électrification rurale en Afrique subsaharienne. Il s'agit de poser des panneaux solaires sur les habitations, par exemple. Et on est confronté dans le cadre de ces projets à la question de ce qu'on appelle en anglais la supply chain, donc la chaîne d'approvisionnement. En ce qui concerne la production de panneaux solaires au niveau mondial, la grande majorité de cette production se fait en Chine. Et vous le savez certainement, il y a des problèmes de travail forcé en Chine, dans différentes régions, et particulièrement dans le secteur de la production des panneaux solaires. Donc, a priori, des projets vertueux, des petites entreprises qui vont aller poser des panneaux solaires pour permettre à des populations qui sont très isolées, loin des villes, d'avoir accès à l'électricité, eh bien oui, ça peut poser des problèmes de droits de l'homme.
Un tout autre cas, c'est dans le cadre des projets liés à l'agroécologie. On peut avoir des projets aussi sur le papier qui sont parfaitement vertueux, qui répondent à plein d'objectifs de développement durable, mais on peut constater parfois sur place des pratiques liées, par exemple, au travail des enfants. Alors, évidemment, le travail des enfants, le travail forcé, comme vous le savez, c'est vraiment les deux grands risques auxquels toute entreprise est potentiellement soumise ou en tout cas attentive. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on remédie à ça? Eh bien, c'est l'idée d'avoir ce qu'on appelle toujours en anglais le due diligence, hein, donc toujours un peu compliqué à traduire en français, donc je me permets de garder le terme anglais. Et surtout, la question, c'est comment les entreprises peuvent influencer des risques qui sont parfois ce qu'on appelle des risques contextuels, hein, donc liés à la situation politique du pays. Et dans ce cas-là, la législation nationale qui est en vigueur est pas forcément à la hauteur de ce qui est attendu au niveau international. Donc, on a vraiment un problème de gradation en termes d'exigence au niveau des droits de l'homme. Je ne vais absolument pas rentrer dans le détail parce que ça va être extrêmement bien expliqué par la suite dans le webinaire, mais je voudrais juste terminer sur le fait qu'on est tout à fait conscient au niveau politique qu'il y a la question de la taille de l'entreprise, qu'il y a la question de l'influence potentiel de l'entreprise par rapport à des sujets aussi vastes et aussi compliqués. Mais ce n'est évidemment pas une raison pour considérer que ce ne sont pas des risques qui doivent être pris parfaitement en considération. Ça peut être le cas à travers un système de management environnemental et social, mais pas seulement. C'est ce qui va être expliqué ce matin. Je vais peut-être m'arrêter là parce que je pourrais parler des heures, mais ce n'est pas le but. J'avais droit à 5 minutes et je crois que je suis au bout de 5 minutes. Donc, bon séminaire et surtout, continuons à être très attentifs et je crois qu'on aura les outils pour l'être. Merci. Merci Madame Laurent pour ces quelques exemples qui nous permettent de plonger en fait directement dans du concret et de mesurer aussi l'ampleur finalement des défis qui se posent. Nous allons directement poursuivre avec Serge Debacker de Cap Conseil pour justement démêler plusieurs concepts et notions. Il y a les droits humains, oui. On a déjà évoqué aussi le devoir de vigilance. Dans le titre du webinaire, vous voyez aussi une référence aux objectifs de développement durable. Voilà, on va laisser Monsieur Debacker nous éclairer à ce sujet. Bonjour à tous. Voilà, en principe, j'ai partagé ma présentation, le petit point technique. Mais bonjour à tous, merci de me proposer de faire un exercice qui n'est pas toujours évident, c'est clarifier les concepts. Parce que la première chose à faire quand on parle de thèmes comme ceux-là, qui sont assez sensibles, qui sont très importants dans une société, c'est de pouvoir comprendre de quoi on parle. Et donc, voilà, j'ai préparé un petit PowerPoint et je propose en 10 minutes, hein, pour garder mon temps, d'aborder quelques points avec vous. C'est faire un point sur... il y a une petite application assez anecdotique, mais qui est symbolique et qui montre un peu, au même titre que, par exemple, le bilan carbone. On a beaucoup d'outils aujourd'hui qui permettent de mesurer son empreinte carbone, de mesurer combien d'esclaves, alors c'est un mot assez rude aujourd'hui, mais c'est un mot qui est proche des notions de droits humains, combien d'esclaves travaillent pour nous en réalité. Je vais vous montrer un peu cette application. Et puis j'expliquerai un peu la notion de droits humains, qu'est-ce que ça couvre, le scope est assez large. Je reviendrai sur la notion abordée par Madame Laurent sur la question du devoir de vigilance ou de due diligence, savoir ce que ça veut dire, c'est un terme qui est comment pratiquement, qu'est-ce qu'il recouvre pratiquement, et puis aborder la question de qui ça concerne, cette question des droits humains dans les entreprises, et puis faire le lien avec les objectifs de développement durable. C'est un autre, je dirais, c'est un autre outil institutionnel ou un autre engagement institutionnel qui est largement utilisé aujourd'hui, et voir un peu qu'il y a des liens entre les deux. Alors, les droits humains s'invitent dans notre quotidien. Je pense que c'est une réalité, on l'oublie un peu. Mon expérience montre que souvent, je vais reprendre une petite anecdote, déjà à l'époque d'une sortie d'une norme qui s'appelait ISO 26000, il y avait 7 questions centrales, dont une qui était sur les droits humains. Et souvent, quand on travaille avec des entreprises, elles vous disent les droits de l'homme ou les droits humains, franchement, on a en Belgique, tout est OK, je ne vois pas pourquoi je dois m'intéresser à cette question-là. Et donc, c'est juste pour vous montrer à quel point la question des droits de l'homme et des droits humains s'invite dans notre quotidien.
Et cette petite application, vous pourrez retrouver ça sur ma présentation, qui est disponible en ligne, vous permet de faire un exercice pour chacun. Bon, ça se fait au niveau individuel, mais vous pourriez faire ça au niveau d'une entreprise ou d'une organisation, de voir un peu combien d'esclaves travaillent pour vous dans le monde, selon votre mode de vie. Et donc, je disais, les droits humains, ils s'invitent par un spaghetti bolo, par la production des tomates dans le sud de l'Europe, le travail des migrants, ils s'invitent dans les transports routiers, les conditions de travail de ce secteur très en compétition, qui n'est pas toujours réglé de la même manière, ils s'invitent via votre smartphone ou toutes les logiques électroniques qu'on a autour de nous et les filières d'approvisionnement. Donc, on invite les droits humains au cœur de notre quotidien et c'est important de le savoir. Dans un monde où on oublie parfois, parce qu'on est sur la finalité ou sur le volet marketing, que les droits de l'homme sont dans les filières d'approvisionnement et dans le fonctionnement, et même aussi en Belgique, il ne faut pas l'oublier, très présentes dans notre quotidien, et que c'est important de les protéger. Alors, les droits humains, de quoi s'agit-il? Alors, on parle de droits humains, on fait souvent un zoom rapide dans le monde de l'entreprise sur les droits du travail, les droits de l'homme au travail. Il y a aussi un lien avec les impacts environnementaux, donc le droit à un environnement propre, et il y a aussi un lien avec la question de gouvernance et de la corruption. Alors, les textes fondamentaux, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, il y a 58 droits humains. Je vous propose ici, après 3 slides, vous pouvez aller les revoir après, je ne vais pas les parcourir un par un avec vous, mais ça vous montre un peu l'étendue de ce que recouvrent les droits humains. Vous allez voir, c'est extrêmement large. Et les textes fondamentaux qui ont été adoptés en 1948 ont été complétés par un certain nombre d'autres textes internationaux, dont le Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et les instruments des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, des femmes, des minorités nationales ou ethniques. Donc vous voyez, le scope est vraiment très très large quand on parle des droits humains. Alors ici, j'en ai listé quelques-uns, 38 droits politiques et civils. Et il y a dans le coin à droite, vous verrez qu'il y a des organisations qui font des catégorisations au niveau des droits humains et qui les classent par droits de l'homme au travail, les droits humains au travail, les droits humains relatifs à la sécurité, tout ce qui est liberté, absence de violence, de coercition, etc. Il y a tous les droits humains relatifs à la santé et à l'environnement, les droits humains relatifs à tout ce qui est le champ économique et de la propriété ou le droit foncier, relatif à l'éducation, à la politique, etc. Donc vous voyez, le scope est très très large quand on parle des droits humains. On a 14 droits humains liés au travail. On a 6 autres droits socio-économiques et culturels qui sont jusqu'au droit à l'éducation, protection des enfants, protection des minorités. Voilà un peu le scope quand on parle des droits de l'homme ou des droits humains, ce que ça peut recouvrir, et c'est très large. Alors, il y a aussi on fait souvent un zoom quand on est dans le monde de l'entreprise, puisqu'on parle ici de droits humains et d'entreprise. Forcément, on rentre dans le monde du travail, a priori. Ce n'est pas que ça que recouvre le monde de l'entreprise, parce qu'il y a aussi des riverains, il y a aussi d'autres protagonistes qui bénéficient de certains droits dans les parties prenantes de l'entreprise. Mais on va dire que les travailleurs sont souvent ciblés, qui sont des travailleurs déclarés, non déclarés, informels, d'où là le problème également. Et donc, on a alors des références aux conventions internationales ou conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail que vous retrouvez dans énormément de standards. Et on a 8 conventions fondamentales, et c'est là qu'on retrouve la fameuse question du travail, interdiction du travail des enfants, pas de travail forcé, on est sur les questions de liberté et la notion d'esclave dont je parlais ici un peu en anecdote en début de présentation. On est sur les questions de représentation collective, donc de représentation syndicale, qui sont quand même encore et toujours discuté, même aujourd'hui en Belgique. Je veux dire, il y a des débats qui sont sur les questions du droit syndical et du droit des libertés syndicales, les questions de rémunération, l'égalité dans les rémunérations, de travail décent. Ce sont des questions de discrimination qui sont sous-jacentes aux droits humains. Je ne vais pas faire un zoom sur les questions environnementales, mais elles font partie aussi des droits de l'homme, comme je disais tout à l'heure. Droit à un environnement propre. Vous voyez toute l'implication que peut avoir une activité de l'entreprise qui aurait des incidences environnementales, jusqu'à avoir, et M. Gaulier reviendra sur ce point-là dans sa présentation également, mais les questions climatiques ou les questions qui sont largement à l'agenda aujourd'hui. Alors, autre point qui à mon avis, est intéressant, c'est la notion de due diligence. Elle est traduite
par devoir de vigilance, et en termes juridiques, on rajoute aussi devoir de vigilance raisonnable. Qu'est-ce que ça veut dire? Et alors, derrière cette notion-là, et c'est pour ça que je présente ici, vous avez deux institutions ou deux organisations qui ont pas mal travaillé sur les questions de droits humains dans le monde de l'entreprise. C'est l'OCDE et les Nations Unies, avec un monsieur qui a marqué de son empreinte pas mal les questions des droits de l'homme dans le monde des entreprises. C'est un monsieur qui s'appelle John Ruggie et qui a éclairci quelque part les limites et les responsabilités de l'entreprise, pas que de l'État, mais aussi de l'entreprise. Je fais un zoom sur l'entreprise ici, par rapport aux questions des droits humains. Parce que c'est vrai que, autant le dire, beaucoup d'entreprises ont encore le réflexe aujourd'hui de considérer que les questions des droits de l'homme et des droits humains sont l'apanage des États, des institutions. C'est à l'État de protéger les droits de l'homme et les droits humains. Et la question, ce que John Ruggie a amené dans les discussions de manière assez explicite, c'est que les entreprises en tant qu'acteurs avaient aussi une responsabilité par rapport à ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que l'entreprise a un rôle à jouer par rapport à ça, ce n'est pas relégué à la seule responsabilité des États. Alors, j'ai pris une définition relativement vulgarisée, il y a des définitions plus juridiques qui existent, mais que signifie devoir de vigilance? Alors, il y a une définition qui a été donnée dans un standard qui est sorti il y a quelques années maintenant, un standard, c'est parfois plus au monde des entreprises, qui s'appelle ISO 20400. Et j'ai repris une autre définition que j'ai mis en français, qui est une définition libre, mais qui, je trouve, est assez explicite également. Et je vais la lire en français, mais c'est le devoir de vigilance est une obligation faite aux entreprises. Alors là, on parle de la France, parce que la France est aujourd'hui plus contraignante par rapport à ça, mais ça pourrait changer en Belgique également. Aux entreprises donneuses d'ordre de prévenir les risques sociaux, environnementaux et de gouvernance liés à leurs opérations, donc dans leurs activités, mais qui peut aussi s'étendre aux activités de leurs filiales et de leurs partenaires commerciaux, sous-traitants et fournisseurs. Donc, vous voyez toute l'étendue que ça peut avoir et la charge de responsabilité que peut avoir la question des droits de l'homme dans l'entreprise, au-delà même de l'organisation, c'est-à-dire que si on est une entreprise active en Belgique, par rapport à toutes ces logiques d'achat et d'approvisionnement, de l'étendue des droits humains que peut avoir la question des droits humains dans leur chaîne d'approvisionnement ou leur chaîne de valeur. Alors, on parle le devoir de vigilance, il y a plusieurs mots-clés. Vous voyez, on dit en anglais, il faut pouvoir, c'est un processus, il faut pouvoir identifier. Et là, j'ai repris un schéma que je trouve assez explicite de l'OCDE. Vous le trouvez, il est en anglais, il y a aussi des schémas qui sont publiés dans les supports des Nations Unies, donc le UNGP. Et on dit, c'est un processus en fait, un devoir de vigilance. C'est une mécanique qu'on met en place dans l'entreprise. Ici, je fais un zoom sur la question de l'entreprise, parce que c'est une autre logique pour les États, mais c'est une mécanique où on établit un système de gestion. Et dans ce système de gestion, on va essayer, je ne vais pas voir ce schéma dans le détail, mais on doit d'abord avoir une politique par rapport aux questions des droits humains. C'est-à-dire qu'on doit avoir un système où on déclare qu'on est engagé par rapport aux questions des droits de l'homme et qu'on va identifier quels sont les droits de l'homme qui sont à risque dans ses activités, quelle que soit son activité. Et quand on dit identifier, on doit évaluer quels sont les droits de l'homme à risque dans ses activités, dans ses opérations, mais aussi dans sa chaîne de valeur, dans sa chaîne d'approvisionnement. Alors on pousse plus loin, on dit qu'un devoir de vigilance va demander à l'organisation, à l'entreprise, de prévenir ces risques. On va essayer de les éviter de violer un quelconque droit de l'homme dont on a vu la liste assez exhaustive juste avant, ce qui est un travail assez conséquent. Et on demande même aux entreprises d'atténuer, et c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on appelle atténuer, c'est-à-dire qu'on aimerait bien, on ne dit pas seulement faites un petit radar, regardez où il y a des risques, mais on leur demande de atténuer le risque. C'est-à-dire, alors quand on parle de risque, là il y a peut-être une notion qui est très importante. On n'est pas ici parce que les entreprises sont dans un réflexe souvent de regarder le risque pour leur propre business. Ici, on parle explicitement dans les textes qui font référence aux droits de l'homme dans l'entreprise, on parle explicitement de protéger les personnes qui ont un risque qui est lié à un droit de l'homme et qui subissent une violation de leurs droits humains. On n'est pas en train de travailler sur la protection de la réputation de l'entreprise ou de sa valorisation financière. On est en train de travailler à protéger le détenteur du droit de l'homme qui est lui-même violé.
Et ça, c'est une notion qui, pour les entreprises, est très difficile à comprendre, c'est-à-dire qu'on leur demande de se mettre dans les pantoufles des personnes qui subissent une violation des droits de l'homme et d'atténuer cette violation et de rendre des comptes, et c'est le dernier point, on leur demande de rendre des comptes et de publier un rapport annuel, comment ils arrivent à identifier ces risques, à atténuer ces risques pour les détenteurs de ce risque des droits de l'homme, donc une personne qui est maltraitée, qui a des conditions de travail insuffisantes, qui est mal rémunérée, qui subit des discriminations, c'est cette personne qu'on protège. On ne protège pas l'entreprise qui elle-même va peut-être avoir sa réputation écornée du fait qu'on va savoir qu'elle travaille avec des gens qui sont ou mal payés ou qui ont des conditions de travail pas terribles. Donc vous voyez, on est vraiment en train ça c'est l'état d'esprit quelque part des textes à ce niveau-là. Alors, vous voyez, c'est un processus. Il faut revenir, devoir de vigilance, c'est un processus qu'on met en place. Alors, l'OCDE a publié plusieurs lignes directrices, non seulement un guide assez général, et puis il a publié plusieurs lignes directrices sectorielles, puisque c'est un travail qui a déjà eu lieu sur plusieurs secteurs. Dans le secteur de tout ce qui est minerai, dans le secteur de l'agriculture, l'industrie extractive, la finance, tout ce qui est textile, forcément, l'agro-industrie. Et l'autre gros texte fondamental qui travaille beaucoup là-dessus, c'est les principes directeurs pour l'entreprise et les droits de l'homme publiés par les Nations Unies. C'est là qu'on retrouve notre ami John Ruggie, que vous voyez sur la petite photo en haut à droite, et qui, au même titre que l'OCDE, a établi toute une logique, 31 principes pour prévenir, traiter, réparer les violations des droits de l'homme. Et le texte de John Ruggie, mais je vais laisser M. Gaulier aborder ça plus large, mais il aborde pas seulement, vous voyez le point 2, les entreprises ont la responsabilité de respecter les droits de l'homme, mais il aborde aussi toutes les questions de l'État, que je ne vais pas développer ici, mais il s'intéresse également aux entreprises spécifiquement, en disant vous avez aussi une responsabilité et un rôle à jouer par rapport à ça. Alors, qui est concerné? On l'a dit en introduction, Aurélie, Madame Laurent l'a dit, mais c'est toutes les entreprises. Maintenant, la question de la proportionnalité de l'effort est en débat par rapport à ça. C'est toutes les entreprises, bon, les grosses entreprises, quand vous avez un retailer qui achète et qui a 10 000 références en magasin, forcément, vous voyez l'étendue de sa responsabilité par rapport à toutes ces chaînes d'approvisionnement. Quand vous êtes sur des entreprises qui font des monoproduits ou des produits beaucoup plus simplifiés, la question des droits de l'homme est différente. Quand vous êtes dans une entreprise de service et que vous-même, vous ne produisez pas, ben, votre approche par rapport au devoir de vigilance sur les droits de l'homme est encore différente. Mais a priori, d'après les Nations Unies, l'OCDE, toutes les entreprises sont concernées et ont une part de responsabilité. Et là, je ne vais pas détailler trop fort parce qu'on rentre dans des considérations plus juridiques, mais c'est dès que vous causez un impact négatif directement à travers vos opérations sur les droits de l'homme, quand vous contribuez à un impact négatif, ou bien que vos activités, produits ou services sont directement liées à un impact négatif par le biais d'une relation d'affaires. Donc là, on voit bien la question de la chaîne de relations d'affaires. Et là derrière, quand on rentre dans les considérations juridiques, on rentre dans toute la notion de complicité, qui est une notion juridique dont M. Gaulier est certainement plus expert que moi pour détailler, mais la notion de complicité est poussée assez loin par John Ruggie dans les questions des droits humains et le monde de l'entreprise. Et c'est là que les entreprises se rendent compte qu'elles ont quand même une sacrée responsabilité par rapport à ça, sur la notion de complicité. Alors, dernier point que je voulais aborder pour rester dans les temps, c'était les droits humains et les ODD, puisque les ODD ou les SDG sont un cadre de référence institutionnel largement utilisé. Et peut-être que le seul message à faire passer ici, et je vous invite à aller voir un institut danois qui travaille énormément sur ces questions depuis des années, qui a fait des schémas, des publications, et qui explique assez bien le lien entre les droits de l'homme ou les droits humains et les ODD. Le message qu'il faut faire passer, c'est un même agenda. Vous avez vu l'étendue du scope des droits humains tels qu'ils sont présentés dans les textes fondamentaux. On sait tous que les ODD, c'est 17 objectifs et que l'étendue du scope est aussi relativement large dans les ODD. Et je dirais que ce sont des mêmes agendas. On parle plus ou moins de la même chose, on peut toujours relier d'une manière ou d'une autre certains des droits humains à certaines des 169 cibles des ODD. Bon, c'est un peu un exercice fastidieux où on se dit, bon, on est toujours en train de chercher, c'est comme un puzzle, hein, qu'est-ce qui fait comme un memory, quelle pièce va avec quelle pièce. Mais vous pouvez aller voir sur ces publications, et je vous donnerai le lien vers un autre site, qu'il y a des liens très clairs entre, ce ne sont pas des agendas incompatibles, ils sont justement très compatibles et très convergents. Et la Belgique, d'ailleurs, mentionne de manière explicite, peut-être elle fait un zoom sur l'ODD 8 qui est travail décent, on va résumer comme ça, qui est plus large que ça, hein, si on connaît les cibles des ODD 8, et l'ODD 12 qui parle de production et consommation responsable. Et le dernier slide que je
c'est si vous surfez sur le petit lien que j'ai mis en dessous, bis.sdg.humanrights.dk, qui sont toujours, c'est un fameux institut danois. Il vous montre le lien entre les thématiques comme le travail des enfants, le droit des communautés, la discrimination et le harcèlement, le travail forcé, la liberté d'association. Ils vont vous faire chaque fois des liens avec des cases qui font les liens entre les cibles des ODD concernés et certaines des thématiques pertinentes ou qui font partie des droits humains, jusqu'aux questions du foncier, par exemple le land right, qui sont des choses intéressantes également. Voilà, comme ça j'ai fait une clarification des concepts et je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur De Backer, pour cet éclairage. On retient notamment qu'avec le devoir de vigilance, il est attendu que toute entreprise mette en place finalement un processus pour identifier, mais aussi prévenir les risques. Nous accueillons donc maintenant Jean-Marc Collier, donc, qui est avocat et maître de conférence pour approfondir encore ces questions. Nous vous avons donc contacté suite à l'article que vous avez co-rédigé, donc devoir de vigilance des entreprises vers une responsabilité sociétale des entreprises juridiquement obligatoire. Et donc, voilà, vous terminerez aussi votre exposé justement sur ces cas de jurisprudence. La parole est à vous, merci. Voilà, merci beaucoup pour cette introduction. Merci aussi à Serge De Backer qui a très bien introduit le sujet et je vais moi me concentrer en fait sur des aspects plus juridiques, c'est-à-dire les instruments eux-mêmes. Ils ont été rappelés par Serge De Backer il y a un instant. United Nations Guiding Principles, ils existent en français aussi, adoptés en 2011, et les règles le guide de due diligence qui a été adopté lui par l'OCDE en 2018 et qui vient s'ajouter en fait à d'autres instruments qu'elle avait fait à l'attention des entreprises multinationales. Et chacun de ces documents est très bien fait, est très managérial, je dirais, donc ça me dépasse complètement, moi qui suis simplement juriste. Et je terminerai cette première partie par un rappel des conclusions qu'on peut tirer du premier plan d'action national Belgique et droits humains qui date de 2017, et puisqu'on va entamer maintenant et que vous avez l'occasion de donner votre avis sur le plan d'action 2, je dirais, qui va démarrer bientôt, ça vaut la peine de voir où on en est. Et deuxième chose, j'attire votre attention sur le fait que l'Union européenne également est tambour battant, je dirais, engagé dans cette question, puisque notre fameux marché unique, eh bien, il suppose qu'il y a des règles les mêmes pour toutes les entreprises européennes, et si nos entreprises européennes fabriquent des produits au Bangladesh, en Inde ou je ne sais où, eh bien autant qu'elles viennent vers leurs fournisseurs avec les mêmes requêtes, les mêmes exigences en matière de droits humains, et c'est pour ça que nous allons avoir d'ici la fin de ce mois probablement une directive européenne qui va être mise sur la table et discutée entre les États pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre en place comme réglementation harmonisée. Et puis alors, et ce sera, je dirais, la principale partie en réalité de mon intervention, qu'en est-il de la jurisprudence? Et je dois vous avouer que cette jurisprudence, elle a démarré vol au pétrole, je dirais, parce que nous sommes maintenant avec des décisions judiciaires qui sont tombées en 2021, principalement, plusieurs décisions, mais également des décisions anciennes qui nous montrent un petit peu l'ampleur d'une décision ou d'une mauvaise mise en œuvre des devoirs de diligence ou des devoirs de vigilance. Et je prends comme première référence Total, qui a été condamné en 2012 pour la pollution de l'Erika. Ce n'est pas vraiment des droits humains, sauf si on dit que le droit à avoir un environnement sain fait partie des droits humains, ce qu'on dit de plus en plus aujourd'hui est le cas. Et j'aborderai également une affaire dramatique qui a eu lieu en Équateur et puis les deux autres cas que je cite là. Donc, les deux instruments dont on parle, je vais aller assez vite parce que Serge De Backer en a déjà parlé, les guides de l'ONU et de l'OCDE. Je fais un rappel historique. Tout ça est déjà assez ancien. Le problème de nos multinationales qui sont actives dans les pays en voie de développement ou en développement, c'est depuis 1976 que l'OCDE a mis en place à l'attention des entreprises des outils qu'on appelle aujourd'hui depuis 2011 l'outil pour les entreprises responsables.
Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est, tiens, dans le fond, est-ce qu'une entreprise a le choix d'être responsable ou de dire, bah, cette responsabilité, s'il n'est pas dans la loi, je m'en fous, c'est pour les autres, c'est pour les ONG et tout ça. Et bien, de plus en plus, cette responsabilité devient une responsabilité juridique contraignante. Et je cite ici les instruments de 2021. Donc, l'ONU est en train de discuter un traité ou une convention qui aurait pour objet de rendre legally binding, dit le texte qui n'est qu'en anglais actuellement, donc contraignant légalement un instrument qui obligerait les entreprises à respecter les droits humains. Pour le moment, il n'existe pas d'instrument contraignant juridiquement. Et donc, quand on entre dans les principes directeurs de l'ONU de 2011, on trouve effectivement, comme Serge de Backer l'a dit, 3 piliers. Un premier pilier, les États ont pour principe le droit de protéger leurs citoyens, mais on sait que ça ne se passe pas vraiment comme ça dans le reste du monde. Nous sommes dans une contrée protégée, je dirais. C'est un endroit assez unique, l'Europe, où on est assez systématiquement, mais pas que, je dirais, protégé pour ses droits humains. Il y a des esclaves en Europe aussi, il ne faut pas se faire de l'heure non plus. Et il y a d'ailleurs en Angleterre une loi contre le modern slavery, comme ils appellent ça, qui a déjà une jurisprudence derrière elle, parce que diverses entreprises britanniques faisaient ce qu'on appelait du modern slavery. Première obligation, c'est de l'État de protéger ses citoyens. Deuxième pilier, ce sont les entreprises, parce qu'en réalité, les entreprises ont également l'obligation d'éviter, quoi qu'il en soit, quel que soit le contexte dans lequel elles interviennent. Est-ce que c'est le Myanmar? Est-ce que c'est le Congo? Est-ce que c'est la Belgique? Vous devez respecter les droits humains et ce n'est pas, comme Serge de Backer le rappelait tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est en Belgique qu'on n'a pas éventuellement un problème de cet ordre-là. Également, je vous rappelle qu'en 2011, si je me souviens bien, le ministre Van Quickenborne avait saisi le point de contact national de l'OCDE en Belgique pour dire Brinks, qui est une grande entreprise qui avait claqué la porte de ses bureaux belges pour dire moi c'est fini, je ne veux plus faire de boulot en Belgique. Eh bien, le ministre Van Quickenborne, qui n'est pas quand même tombé de la dernière pluie en matière de libéralisme, a dit ça va pas, il y a violation des droits fondamentaux du travail en Belgique. Pilier 2, donc les entreprises ont un travail à faire. Et je remonte un instant au pilier 1, au deuxième bullet point. On dit les États n'ont pas seulement à protéger leurs citoyens, mais ils doivent aussi faire en sorte que leurs entreprises, dans toute leur activité mondiale, aient un comportement digne de ce nom au niveau des droits humains. Donc vous voyez, les piliers 1 et pilier 2 ne se contredisent pas, ils se complètent et l'entreprise elle-même, elle travaille dans un cadre non seulement juridique contraignant, mais également dans un cadre d'incitation qui sont faites par les États, voire par l'environnement international, voire par les ONG qui viennent vous demander des comptes. Donc le pilier 2, c'est celui sur lequel on se concentre, mais ce n'est pas le seul qui compte. Et le pilier 3, c'est sans doute le pilier le plus négligé, mais pourtant sans doute le plus important aussi. Il faut, nous disent les principes directeurs, que si vous avez manqué à vos devoirs de protéger vos travailleurs, mais également les environnements dans lesquels vous exercez votre activité et que vous polluez éventuellement, vous devez faire en sorte que les gens qui sont impactés par votre activité puissent avoir un recours. Et ces recours, en fait, sont généralement inexistants. On va le voir dans la jurisprudence Chevron notamment. Ça dure une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années avant de pouvoir avoir une décision judiciaire digne de ce nom, voire une décision qui sera complètement contrée par d'autres problèmes. Mais voilà, donc piliers 1, 2 et 3, c'est la logique des United Nations Guiding Principles. Et je passe ce slide parce que Serge l'a déjà dit, sauf la notion en rouge des relations commerciales. Je vous signale que pour une entreprise, ces relations commerciales, ce n'est pas seulement ses fournisseurs et les fournisseurs de ses fournisseurs éventuellement, mais c'est également ses clients. Hein, que font vos clients avec vos produits? Ça fait partie de la responsabilité dans la chaîne de valeur d'une entreprise. Et selon les UNGP, et c'est la même chose pour les principes de l'OCDE, peu importe la taille de l'entreprise, ce qui compte, c'est la nature de son activité. Si vous avez comme activité d'importer en Belgique des matières qui sont extraites de zones de guerre, vous avez beau être une PME, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas un problème de droits humains qui peut se poser dans votre filière. Si vous fabriquez des armes, vous ne pouvez pas prétendre, même si vous êtes une toute petite entreprise intermédiaire, si vous fabriquez des instruments optiques de précision qui peuvent servir à des armes, vous avez beau être une PME, vous avez une contrainte. Mais évidemment, en pratique,
plus on est gros, plus on a une grande entreprise, plus l'obligation sera évidente et devra, le cas échéant, donner lieu à un travail conséquent. Voilà, je vais aller très vite dans ce qui suit parce que Serge Bacquer l'a déjà dit, donc principe, comment est-ce qu'on doit faire? On doit mettre en place des politiques, on doit avoir des procédures qui doivent être vraiment continues, hein. C'est un travail où on doit mettre à jour, on doit se tenir au courant, tiens, qu'est-ce qui se passe encore au Bangladesh pour le moment, parce que là j'ai quelques fournisseurs, qu'est-ce qui se passe avec mes consommateurs de produits, qu'est-ce qu'ils en font, etc. L'OCDE, plutôt, je vous dis, ce document est très bien fait, c'est assez long, ça fait 70-80 pages, et il vous décrit ce que vous devez faire. Et voici le bilan, je dirais, de notre premier plan d'action. On dit, je reprends une petite phrase, hein, l'environnement réglementaire en Belgique ne semble pas inciter les entreprises à aligner leurs politiques, leurs procédures et pratiques aux règles qui sont conseillées par les principes directeurs des Nations Unies. Même constat dans une étude qui a été faite en 2021 par l'Union économique, par la Commission européenne. À peine un tiers des répondants à l'enquête destinée aux entreprises ont indiqué que leurs entreprises mettent en place des procédures de diligence raisonnables couvrant les incidences négatives qu'elles ont sur les droits de l'homme et l'environnement. Donc le travail, en fait, on est au point zéro encore, et pourtant, c'est depuis 2011 hein, que ces trucs sont en place. On est 11 ans plus tard et apparemment les entreprises ne bougent pas assez vite selon en tout cas ces rapports. Et je vous signale que le jugement Shell, dont je ne parlerai pas ici, je crois parce qu'il concerne le climat, a condamné Shell sur base des principes directeurs de l'ONU. Donc c'est un peu bizarre, on a quelque chose qui est de l'ordre des conseils, qui est du soft law, eh bien une condamnation judiciaire monumentale, parce que c'est vraiment une première mondiale ici, qui condamne Shell à réduire d'ici 2030 de 45% son impact CO2 dans l'atmosphère au-dessus des Pays-Bas, et qui impose à Shell en fait de faire attention à ce que ses consommateurs cessent de brûler tout le benzine qu'ils lui achètent. C'est très étrange, on a l'impression comme décision, mais c'est une décision, hélas, qui va faire partie de notre avenir. Autre point intéressant, les Bangladesh Accords, je vous signale qu'à la suite du Rana Plaza, il y avait une petite image sur les slides de Serge Bacquer, à la suite du massacre, puisqu'il y a 1000 et quelques morts et plusieurs milliers de blessés dans ce bâtiment dont les conditions de construction et de travail étaient déplorables. Et bon, nos petites marques ou nos grosses marques de vêtements allaient bien se fournir là, parce qu'au Bangladesh, je vous signale, c'est pas cher du tout, hein, et on aurait tort de les négliger comme étant une source d'approvisionnement pour nos produits et pour nos marchés européens. Et puis finalement, je vous signale qu'en juillet dernier, de nouveau, l'Union européenne a émis des guidance, donc un guide pour les risques en matière de travail forcé. La jurisprudence, je vais aller très vite parce que je crois qu'il ne me reste plus qu'une minute. Donc en une minute, je vais vous dire simplement que Total s'est fait condamner en 2012 par la Cour de cassation, et c'est bien la société cotée. Donc on remonte jusqu'à la société tête de groupe. Tous mes slides, je crois, seront mis à votre disposition, donc n'hésitez pas à les lire le moment venu. Et parce que Total avait un peu comme tout le monde aujourd'hui, dit sur son site internet et à tous ses actionnaires, vous savez, moi, je respecte les droits de l'homme et je respecte également l'environnement, eh bien parce qu'elle a dit ça, la Cour de cassation, la Cour d'appel avant eux et le tribunal de première instance a dit, ben, vous êtes engagés, et qu'est-ce que je vois, l'Erika qui transportait du sale pétrole, il a sombré, et c'était une vieille carcasse de très mauvaise qualité, vous êtes responsable, vous, société tête de groupe. Donc première chose, responsabilité dans le groupe des entreprises. Ici, une catastrophe. Chevron, grande entreprise pétrolière à peu près la même que Shell, je dirais, mais qui est européenne, elle, est parvenue à obtenir une décision d'arbitrage dans le cadre de ce qu'on appelle les IDR, qui sont les règlements des différends entre les États et les investisseurs dans leurs États, eh bien, une décision en 2018 qui a interdit l'exécution d'une décision par la Cour suprême de l'Équateur qui avait condamné Chevron à payer 9,5 milliards d'indemnités, eh bien, de façon internationale, un arbitrage privé, hein, évidemment, a interdit tous les États de la Terre à prêter la main à une décision qu'ils considèrent comme illégale pour diverses raisons. Et je vous signale que l'avocat de Chevron est en prison, enfin a été en prison, je crois qu'il a été libéré parce qu'il y a des problèmes de Covid dans les prisons américaines, mais je vous signale que donc
Chevron a obtenu la mise en prison de l'avocat qui défendait les Équatoriens. Donc, pour vous dire à quel point, à force de laisser ces affaires de due diligence un petit peu en l'air, comme ça, parce que c'est des trucs pour les bobos, pour les ONG, eh bien, on arrive à des choses qui sont aberrantes, ou en tout cas très impressionnantes et très inquiétantes. Cette affaire Chevron est vraiment une catastrophe pour tout le monde, hein, pour tout le monde, tant pour Chevron que pour les défenseurs des droits de l'homme. Et puis alors ici, Maran, et je vais être très bref, une entreprise s'est fait condamner par une cour d'appel, parce que je vois qu'11 minutes se sont passées depuis que j'ai, plus d'11 minutes se sont passées depuis que j'ai commencé à prendre la parole. Maran, une entreprise cotée à Londres, ou plutôt filiale d'une société cotée à Londres, s'est fait condamner parce que dans un chantier au Bangladesh, où l'acheteur d'un vieux cargo qu'elle voulait mettre à la casse avait déposé ce cargo pour qu'il soit démonté, eh bien, quelqu'un est mort sur ce chantier et on est remonté à travers l'acheteur qui était lui-même une firme de Hong Kong ou une firme indienne, on est remonté jusqu'au propriétaire initial du bateau et on a dit, monsieur, enfin, société, vous êtes responsable d'avoir vendu dans des conditions qui ne sont pas acceptables, c'est-à-dire vous ne vous êtes pas préoccupé des conditions dans lesquelles votre bateau allait être démantelé et donc vous êtes potentiellement responsable de couvrir ce qui s'est passé, c'est-à-dire au-delà de votre chaîne de valeur, c'est-à-dire vous avez vendu un produit, ce produit a causé des dommages et on remonte jusqu'à vous pour dire vous êtes responsable. Et puis alors, voilà la fameuse décision Shell dont je vous ai déjà parlé. Je vous signale, donc on parle en matière d'environnement et de CO2 des scopes. Hein. Le scope 1, c'est ce que vous produisez vous-même comme CO2 par votre propre activité. Le scope 3, c'est les CO2 qui est généré par vos clients. Hein. Vous vendez ça et puis vos clients, ils brûlent le benzine. Eh bien, c'est quelque chose qui rentre dans votre sphère de responsabilité potentielle. Comme disait Serge de Bacquer, on va parler plutôt de complicité, mais en termes quand on parle de responsabilité, tout le monde, je dirais, est responsable, l'auteur en première ligne, celui qui est en deuxième ligne, un petit peu comme quand vous avez un accident en chaîne sur une autoroute, eh bien, on détermine généralement une responsabilité conjointe de tous ceux qui ont participé à cet accident en chaîne. Voilà, j'en ai terminé. Excusez-moi d'avoir été si long. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Monsieur Gaulier, pour comprendre finalement selon quels principes ce devoir de vigilance se construit, mais aussi comment il s'applique finalement progressivement au niveau judiciaire lorsqu'il y a des dommages. Ça fait beaucoup d'informations. Alors notre intervenant suivant va évoquer une piste pour continuer à vous former aussi sur ces questions. Donc Brieux de Bontrader est SDG for International Development Program Manager chez The Shift. Voilà, la parole est à vous. Bonjour à tous, bien. Merci Marie pour la transition. Alors justement, je pense que on fait une bonne transition, enfin un bon shift entre justement le contexte plus politique et juridique du devoir de vigilance et la mise en pratique. Donc c'est vraiment ce que nous on essaie de faire chez The Shift, c'est d'amener nos membres à mettre en œuvre le devoir de vigilance. Donc pour rappel, The Shift, c'est le réseau belge de la durabilité. On a plus ou moins 530 membres. Ça change beaucoup. On a beaucoup d'entreprises, des très grandes entreprises aux petites entreprises, mais aussi pas mal d'ONG, des institutions publiques, des institutions académiques. Et on essaie de mettre en relation du coup tous ces acteurs sur les enjeux de la durabilité. Je vais revenir sur les thématiques sur lesquelles on travaille principalement. Alors, on travaille beaucoup sur les SDGs, donc les ODD. Chaque année, on organise une session pour partager les résultats du rapport du SDSN, donc du Sustainable Development Solution Network, dans lequel il y a le SDG Index qui classe les pays en fonction de leur avancée par rapport aux SDGs. La Belgique est 5e sur cet index, donc ce qui est pas mal. Mais il y a aussi le Spillover Index qui tient compte en fait des externalités. Donc les externalités en fonction de la politique, de la consommation, de la production à l'étranger des pays. Et donc sur le Spillover Index, la Belgique est 147e, ce qui laisse imaginer la proportion des externalités qu'on a. Donc la bonne partie de nos impacts se trouve à l'étranger.
Donc nous, on travaille beaucoup sur les SDGs et du coup, le Human Rights and Environmental Due Diligence, donc le devoir de vigilance, s'applique en fait à un petit peu toutes nos thématiques. Donc on a 4 thématiques principales qui sont la biodiversité, le climat, les droits humains et la diversité et l'inclusion. Je vais passer en revue parce que on a très rapidement, parce qu'on en a déjà parlé avant. La biodiversité, bien évidemment, il y a de la déforestation, des pollutions, perte massive de biodiversité dans les chaînes d'approvisionnement liées aux conditions de production dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises. Et le climat, Serge en a déjà parlé évidemment, et Jean-Marc aussi. Donc c'est le scope 3 en fait, c'est de prendre en considération les émissions de carbone par les clients et par les fournisseurs, donc dans la chaîne de valeur. Puis les droits humains, on en a parlé, c'est vraiment l'axe sur lequel je travaille personnellement principalement. Et puis la diversité et l'inclusion, parce que on travaille beaucoup sur la diversité et l'inclusion, évidemment, au niveau belge, mais si on veut atteindre les SDG au niveau international, on n'y arrivera pas tout seul. Il faut absolument travailler ensemble, et c'est le SDG 17, donc le partenariat. Et donc, pour faire des partenariats, ben, ça implique d'impliquer tout, ça implique de considérer tous les acteurs et de donner la parole à tous les acteurs, que ce soit les petits producteurs comme les grandes entreprises, les petits pays et les plus grands pays. Et donc, c'est un défi de diversité et d'inclusion. Alors, The Shift est aussi le point de contact national pour les B Corp. Donc, le B Corp, c'est le label, c'est un label de durabilité décerné à des entreprises. Donc, c'est pas sur un produit, mais vraiment sur une entreprise. Et quand on fait le Business Impact Assessment, qui est un outil que vous pouvez tous, en tant qu'entreprise ou même organisation, accéder sur le site de B Corp, certaines catégories, pour certaines catégories, les questions sur la chaîne d'approvisionnement représentent jusqu'à 40% du score. Donc, si une entreprise cherche à obtenir le label B Corp, eh ben, il doit évidemment travailler sur sa chaîne d'approvisionnement aussi. Alors pourquoi entreprendre le devoir de vigilance? Donc on a déjà parlé de ça évidemment, donc je vais passer très rapidement en revue. Évidemment, il faut s'aligner sur les législations à venir, rester compétitif dans un marché en évolution rapide. Les consommateurs changent, ils demandent davantage de transparence sur la chaîne d'approvisionnement, mais aussi les clients, les plus grandes entreprises ou petites entreprises qui revendent vos produits, les acteurs publics. Donc le marché change constamment. Il s'agit de trouver des opportunités de partenariat et accéder à des aides financières, évidemment. Donc c'est des critères de transparence, certaines garanties sur la durabilité des chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus mises en avant dans les possibilités de financement. Évidemment, il s'agit de renforcer les relations avec les fournisseurs et les clients. Si on cherche juste à contrôler ses fournisseurs et ses clients, c'est pas sûr qu'on va peut-être créer une relation de tension. Et donc, il s'agit d'essayer de travailler avec eux et de renforcer la relation. Et ça peut être que bénéfique sur la qualité du produit et le temps de livraison, par exemple, etc. Donc c'est créer des relations à long terme. Donc, c'est un avantage, évidemment. Préserver la réputation de l'entreprise et de l'organisation, on en a déjà parlé. Contribuer à positionner la Belgique comme leader sur le commerce responsable. Donc, on en parle de plus en plus au niveau européen. Il y a des pays qui sont déjà un peu plus avancés que la Belgique. La Belgique est un peu plus à la traîne, mais ça commence à bouger et se mettre en place. Donc il n'est pas trop tard pour la Belgique de se positionner comme un frontrunner, comme on dit en anglais. Et puis alors, le dernier point, c'est d'avoir un impact positif sur la planète et les personnes, et ce qui est en fait l'objectif principal et qui permet, si on vit cet objectif, d'atteindre tous les autres objectifs. Donc ça devrait être constamment l'objectif. Alors concrètement, comment est-ce qu'on s'y prend chez The Shift? On fait beaucoup de webinaires, de sessions d'information. Ils sont souvent accessibles pour nos membres, évidemment, mais on essaie de rendre accessibles certains à tous. Donc, ils sont accessibles du coup sur notre chaîne YouTube. Donc, j'ai mis les liens à chaque fois sur le slide qu'on vous partagera. Et les webinaires, on essaie essayer de rentrer le plus possible dans le concret, essayer d'avoir un mélange de théorie, de partage de guides et d'outils, mais aussi des témoignages d'entreprises qui essaient de mettre ça en pratique. Et on essaie de couvrir les différentes étapes de la mise en œuvre du processus de devoir de vigilance. Alors, on organise évidemment des événements, mise en relation des acteurs. C'est important
pour les acteurs de se rencontrer, de voir comment est-ce qu'ils peuvent collaborer ensemble, parce qu'il est clair, comme je l'ai déjà dit, qu'on n'y arrivera pas tout seul. On est en train de créer une bibliothèque en ligne dans laquelle on partage des articles, des liens intéressants vers des organisations, des outils, des plateformes qui sont pertinentes pour aider à mettre en place le devoir de vigilance. Aussi des acteurs, essayer de lister les différents acteurs qui se trouvent dans le réseau, qui travaillent sur le sujet ou qui ont quelque chose ou qui cherchent à travailler sur le sujet. Que ce soit des consultants, des entreprises, des académiques ou des ONG, ou même des acteurs publics aussi, évidemment. On relaie beaucoup d'informations sur le sujet dans le réseau. Et alors, on a organisé, et c'est pour ça que je vais refaire le lien avec la transition entre le contexte politique et juridique de Serge et la mise en pratique par les entreprises. On a organisé une série de 5 ateliers pour les PME, qui a été brillamment géré par Cap Conseil, donc Serge et Marie, et auquel a participé Kalani, qui va parler plus tard. Et donc, donc ces cinq ateliers, on organise une nouvelle session cette année. Donc, s'il y a des entreprises parmi vous qui sont intéressés de participer, il y a encore des places. C'est particulièrement adressé aux PME et c'est absolument gratuit. Donc, il y a 5 ateliers étalés sur l'année qui permettent de mettre progressivement en œuvre les différentes étapes que vous voyez ci-dessous, qui sont donc ce sont les étapes des ateliers, hein, donc qui sont basées évidemment sur les principes de l'OCDE et qui ont été développés par Serge et Marie pour préparer les workshops, pour essayer de rendre la mise en pratique la plus concrète possible pour les entreprises. Donc, comprendre d'abord le devoir de vigilance, pourquoi est-ce que ça nous concerne en tant qu'entreprise ou même organisation, et comment est-ce que je peux l'intégrer au sein de mon entreprise, qui doit prendre le rôle. C'est de cartographier la chaîne de valeur et identifier les risques, déterminer les outils, évaluer les outils et les mesures qu'on peut prendre, qui sont à disposition, les labels, les codes de conduite, etc. Et appliquer ces outils aux risques identifiés et vérifier, remédier et communiquer. Et pour ça, en fait, on a fait justement l'année dernière, pour chaque workshop, on a fait une petite vidéo qui explique chacune de ces étapes concrètement. Donc, vous pouvez les retrouver via ce lien, c'est accessible à tout le monde. Et vous retrouvez évidemment Serge et Bruno de Kalani. Voilà, alors quelques leçons de nos activités jusque-là. Bon, c'est un processus qui est évidemment très important, on l'a déjà dit, mais complexe et encore peu exploré dans la pratique. Jean-Marc, je pense, faisait référence au plan d'action national, au National Baseline Assessment, qui disait qu'un tiers des entreprises commencent à faire quelque chose pour le devoir de vigilance. C'est la preuve qu'il y a vraiment encore beaucoup de travail qui doit être fait par les entreprises, et particulièrement évidemment pour les petites entreprises, mais aussi évidemment les très grandes. Donc c'est singulier à chaque acteur. Évidemment, chaque acteur a un secteur différent, a des relations différentes avec ses fournisseurs, est confronté à des risques différents, mais il est possible de mutualiser les efforts, et je pense que Charles va en parler. Il y a plusieurs approches complémentaires. Il n'y a pas une seule approche, une seule manière de le mettre en pratique. Évidemment, ça dépend, ça s'applique à chaque acteur. On peut le faire de manière complètement individuelle, discuter, créer une relation de confiance directe avec son fournisseur, mettre en place des questionnaires, des codes de conduite, partager des codes de conduite qu'on demande à ses fournisseurs de signer. Mais on peut aussi essayer de passer par des systèmes de labellisation, de certification, qui permettent certaines garanties, et ou bien de rejoindre des initiatives multi-acteurs comme Beyond Jockey. Alors c'est important évidemment d'impliquer le management et de définir là où les personnes qui vont prendre le lead sur ce programme, sur ce sujet. Le plus dur, c'est de commencer. Donc une fois qu'on se lance dedans, en fait, on se rend très vite compte que c'est très challengeant et qu'on a envie d'aller plus loin. On n'est jamais trop petit pour avoir un impact. On l'a déjà dit, tout est lié évidemment, et parfois on entend des entreprises qui disent oui, mais moi je représente que 5% du chiffre d'affaires de mon fournisseur. Mais si on prend son téléphone et qu'on appelle ce fournisseur et qu'on lui dit qu'est-ce que tu fais pour la durabilité, ben peut-être que ce fournisseur va se dire qu'il se disait déjà je devrais faire quelque chose, et qu'en fait ça va lui faire penser qu'il faut vraiment faire quelque chose concrètement, ou qu'il y a d'autres acteurs qui lui demandent la même chose, etc. Donc le chemin est évidemment encore très long, mais l'expertise belge grandit, comme on le voit aujourd'hui, et comme on le voit dans le réseau, il y a un intérêt croissant pour le devoir de vigilance, et donc on veut avancer là-dessus.
Alors, quelques sources supplémentaires et outils supplémentaires pour se former. Il y a évidemment le site Entreprises et droits de l'homme de l'Institut fédéral du développement durable, qui est une mine d'informations sur le sujet. L'IFDD a aussi lancé des réseaux d'apprentissage, des projets pilotes via les fédérations sectorielles, la FEVIA et Agoria, qui sont gérés par IVA de la KUL et Sustainito. Je pense qu'il y a encore des places, c'est des processus qui sont gratuits pour les entreprises qui font partie de ces secteurs, donc IT et alimentaire. Donc si c'est votre cas, je pense qu'il y a peut-être encore de la place, il est encore possible de s'inscrire. Il y a un MOOC, donc une formation en ligne de la KUL sur le commerce durable qui vient d'être lancé il y a quelques semaines. Je pense que c'est encore accessible, c'est gratuit, c'est en anglais. La plateforme Business and Human Rights Resource Centers, qui est aussi une mine d'informations, de Danish Institute for Human Rights que Serge a déjà partagé, Shift Project qui n'est pas de Shift mais qui est une organisation basée aux États-Unis qui est le centre d'expertise sur les UN Guiding Principles, qui est aussi une source d'information, le CSR Risk Checker qui est en fait une plateforme Conseil d'État et qui pour le moment je crois est suspendu parce que la Commission européenne va déposer sa propre proposition de directive. Donc, ce n'est pas traduit, ce n'est pas transcrit dans la loi. Les entreprises sont appelées, je dirais presque, à prendre des initiatives, mais c'est en voie de l'être. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Mais je ne vois plus de questions dans le chat, donc je propose, Marie, qu'on continue, vu l'agenda encore un peu chargé. Oui, tout à fait. Merci. Et donc, sachez que vous pouvez continuer à alimenter le chat avec vos questions, vos commentaires ou à lever votre main virtuelle. Donc, on prévoit encore un temps d'échange un peu plus tard dans la matinée. Alors, maintenant, on va passer à la partie plutôt exemplative. Donc, voilà, pour évoquer une expérience vraiment concrète au niveau de la filière du chocolat, nous avons Charles Snook, qui est Senior Program Manager chez IDH, de Sustainable Trade Initiative. Voilà, on vous écoute. Merci beaucoup pour cette introduction et cette invitation. Très content de participer à la discussion aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez mon écran. Super. Voilà, donc toujours sympa de rentrer dans un débat et de parler de chocolat. Je trouve que c'est un sujet qui touche beaucoup d'entre nous et qui certainement à 11 heures commence à nous ouvrir l'appétit. J'espère vous donner aujourd'hui en fait un exemple effectivement d'un partenariat au niveau d'un secteur qui vise un impact à grande échelle sur des thématiques qui sont très proches de celles qui ont été discutées précédemment. Peut-être pour brièvement réagir aussi sur le point qui a été soulevé dans la question-réponse précédemment. Effectivement, de mon expérience au sein de Beyond Chocolate, on voit qu'il y a du mouvement, que les choses bougent au niveau des entreprises. Certes, on peut se poser la question, est-ce que ça bouge assez rapidement? Est-ce que ceci sera suffisant pour nous permettre d'atteindre les objectifs qui sont fixés dans l'agenda ODD? Ici, mon point de vue ici, c'est qu'effectivement, des initiatives volontaires comme le partenariat Beyond Chocolate sont justement très complémentaires avec les cadres légaux qui sont aujourd'hui en discussion. À titre d'exemple, ici, clairement, le secteur chocolatier au niveau belge, mais aussi au niveau européen, a lui-même en fait fait appel aux instances européennes pour mettre en place un cadre législatif justement sur le devoir de vigilance et sur la déforestation importée. Donc, c'est intéressant de voir aussi comment cette dynamique peut fonctionner. Je vais essayer d'aller assez rapidement, mais je ne pouvais pas commencer à parler de chocolat sans vous donner un tout petit peu de contexte. Donc, effectivement, on peut se poser la question de pourquoi la Belgique a décidé de travailler prioritairement sur une filière comme celle du secteur chocolatier. Ce que je veux vous expliquer ici en quelques slides, c'est qu'on a une responsabilité à prendre ici. On parle depuis ce matin effectivement de cette question de responsabilité et qui est responsable de quoi finalement. Ici, le point, c'est qu'en Belgique, on a un secteur chocolatier qui est très costaud, qui est économiquement fort dans le marché mondial et qui a une réputation aussi de par le monde. Donc, juste quelques chiffres, vous le savez, le chocolat belge, c'est presque une marque déposée qui s'exporte très bien. Aujourd'hui, la Belgique produit quelques 700 000 tonnes de chocolat par an, dont 600 000 sont exportées. Donc, on voit aussi qu'ici, il s'agit d'un secteur qui est fortement orienté à l'export.
mais qui en même temps dépend tout à fait de commodités qui sont typiquement produites dans des pays qui sont en voie de développement. Donc ici, on estime que pour pouvoir produire des volumes nécessaires au marché belge, le secteur en fait dépend de entre 140 et 190 000 familles productrices de cacao qui sont principalement situées en Afrique de l'Ouest. Et donc ici, quand je dis principalement Afrique de l'Ouest, vous voyez sur ce diagramme ici qu'effectivement, il y a une dominance des origines, mais principalement de la Côte d'Ivoire et du Ghana dans les chaînes d'approvisionnement en Belgique. Ceci est en parallèle avec les chiffres du marché mondial. Hein. Donc la Côte d'Ivoire et le Ghana, à elles seules, produisent quasi 2/3 du volume de cacao nécessaire sur le marché global. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que cette dépendance du cacao ouest-africain est encore un petit peu plus forte pour le marché belge. Donc, si on prend Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria et Cameroun, on voit qu'on dépasse 3/4 en fait des volumes. Donc, ce que je voulais faire, c'est aussi vous emmener un tout petit peu dans ces pays-là. On parle depuis ce matin de responsabilité. La raison d'être en fait de Beyond Chocolate, c'est qu'avec un grand chocolat ou avec un grand pouvoir, sont impliquées de grandes responsabilités. Et c'est vraiment cette volonté de prendre cette responsabilité qui a donné naissance au partenariat Beyond Chocolate. Donc, responsabilité, c'est important. Quand on va regarder en Côte d'Ivoire et au Ghana, on voit qu'il y a une pauvreté extrême qui est à la source ou à la racine des autres challenges qu'il y a dans le secteur. Donc, typiquement, le secteur chocolatier est un secteur qui est associé à des hauts risques en termes d'infraction des droits humains, mais aussi en termes d'infractions environnementaux. Ici, ce que vous voyez sur le graphique à gauche, c'est une distribution des familles de producteurs selon leurs revenus. S'il y a un chiffre que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est qu'on voit que même pas 10% aujourd'hui des familles productrices de cacao atteignent ce qu'on appelle un living income ou revenu vital en français, ce qui est un niveau de revenu suffisant pour couvrir les besoins fondamentaux. Quand je dis besoins fondamentaux, ça veut dire accès au logement, accès à de la nourriture saine et en abondance, accès aux soins de santé, à l'eau potable, à l'électricité, etc. Donc vous voyez sur les photos aussi qu'on est vraiment dans un contexte de pauvreté. Ce contexte de pauvreté est important parce qu'il est à la racine aussi d'autres challenges endémiques au secteur. Un des challenges importants, c'est le travail des enfants. Pour vous partager juste une phrase qu'un producteur ivoirien m'a partagée il y a quelques années, c'est la phrase « Estomac affamé n'a pas d'oreille ». Pour les gens qui sont dans une situation de pauvreté extrême, effectivement, la durabilité ou les droits humains ne sont pas une priorité. On se retrouve dans un contexte où sont mis en place des stratégies de survie, ce qui typiquement augmente ces risques d'infraction aux droits humains. Une personne qui a du mal à générer un revenu et à mettre de la nourriture sur la table à la fin de la journée sera généralement plus enclin à accepter aussi des situations ou des conditions de travail, par exemple, misérables. Ça mène à des situations, effectivement, où on voit que le travail des enfants est un problème grandissant, certainement après cette période de pandémie qui a augmenté la pression économique. On voit également des challenges au niveau de l'esclavage moderne qui a été mentionné aujourd'hui, mais également au niveau de pratiques agricoles non durables et en particulier la déforestation. Vous voyez ici sur le slide une évolution de la couverture forestière de la Côte d'Ivoire entre 1990 et 2015. Bien sûr, tout n'est pas lié à la production de cacao, mais toutes les études montrent qu'on estime qu'environ 30% de cette couverture forestière a disparu suite à l'expansion de la culture de cacao. Maintenant, c'est un problème ultra complexe et je pense qu'on l'a entendu plusieurs fois. Il y a un besoin de partenariat, il y a un besoin de travailler ensemble et il y a un besoin aussi d'avoir plus de clarté sur cette question de responsabilité. Où est la responsabilité des entreprises, où est celle de l'État, tant dans le pays consommateur que dans le pays producteur, et comment est-ce qu'on peut créer un contexte effectivement où on avance vers des ambitions qui sont communes. C'est pour ça qu'en 2018, le partenariat Beyond Chocolate a été créé. Je vais bien sûr pas citer toutes les organisations qui sont membres, mais aujourd'hui, il y a un peu plus de 60 signataires. Important à retenir, c'est que plus de 90% du volume de cacao nécessaire au marché belge est couvert via ces signatures. Et vous voyez qu'il s'agit vraiment d'un partenariat multi-stakeholder. On engage le secteur public à travers différents ministères et instances gouvernementales, des investisseurs, bien sûr l'industrie, le secteur des supermarchés, les ONG qui ont également un rôle fondamental à jouer dans ce partenariat, les organes de certification, entre autres.
Des ambitions claires, je pense que c'est essentiel. On a un objectif à 2030 de pouvoir réaliser le revenu vital, au minimum un revenu vital pour tous les producteurs liés au marché belge, et cesser la déforestation d'ici 2030. Pour y arriver, un objectif intermédiaire important, c'est celui d'atteindre 100% de couverture par une certification ou un programme de durabilité d'entreprise pour tout le chocolat produit et ou vendu en Belgique. Quelques éléments, de nouveau, je vais pas tout lire ici, mais je pense que quand on parle d'un partenariat multi-stakeholder, ce qu'on vise vraiment à faire, c'est créer un environnement collaboratif dans la sphère pré-compétitive, dans laquelle justement on peut construire sur ces complémentarités, s'assurer qu'on travaille sur des synergies et qu'on puisse atteindre un résultat qui aille clairement au-delà de la somme des contributions individuelles. On le sait, personne ne pourra solutionner ceci tout seul. C'est en travaillant ensemble et en créant des partenariats entre des instances publiques, privées et des organisations de société civile qu'on peut réussir à avoir des approches tout au long des chaînes de valeur. Pour ça, il faut travailler sur l'inclusivité. Il faut que tout le monde puisse avoir une position dans le partenariat qui lui permet de prendre une position ambitieuse et d'influencer le partenariat. On travaille sur les additionnalités. Bien sûr, il y a la question de transparence qui est importante. Au sein de Beyond Chocolate, tous les partenaires s'engagent à rapporter sur base annuelle et les impacts sont mesurés. Alors, pour terminer, la question clé, est-ce qu'on voit une nouvelle dynamique dans le secteur du chocolat belge? Et je pense pouvoir répondre qu'après avoir eu notre deuxième rapport annuel qui mesure donc la transformation sur les 2 dernières années, mais on peut dire que oui, tout à fait. Il y a une nouvelle dynamique qui s'instaure dans le secteur chocolatier belge. Maintenant, je vais rester prudent avec nos ambitions. On sait aussi qu'il y a clairement besoin de plus. Il y a besoin d'une accélération pour réussir à atteindre nos objectifs, certainement d'ici 2030. Ceci dit, on voit effectivement une avancée, par exemple au niveau du volume couvert par la certification ou un programme d'entreprise. Donc, on a aujourd'hui, en 2020, 57% de ces volumes qui étaient certifiés durables, contre 50% en 2019. Sur les volumes mentionnés précédemment, 700 000 tonnes de production par an en Belgique, il s'agit évidemment de volumes non négligeables. Une évaluation externe de Beyond Chocolate est pour l'instant en cours et elle estime que depuis le lancement du programme, ce sont quelques 70 000 familles supplémentaires qui maintenant vendent du cacao couvert par l'une ou l'autre certification ou programme d'entreprise. Donc, je pense que c'est une première avancée positive, mais qui clairement n'est pas encore suffisante pour s'assurer d'atteindre nos résultats à long terme. Au niveau du retail, on voit un mouvement aussi sur leurs marques propres, sur leur chocolat de marque propre. Les retailers engagés ont déjà réussi à avancer vers le 100% de certification. Sont aujourd'hui en train de regarder quelle stratégie implémenter pour aller un pas plus loin. Et ceci se fait entre autres via des projets pilotes qui sont cofinancés via le partenariat Beyond Chocolate. Donc, on a sur les 2 dernières années 8 projets pilotes qui ont été mis en place, qui touchent 12 000 familles de producteurs répartis dans 3 pays, qui ont permis de lever plus de 6 millions d'investissements qui vont directement donc dans ces chaînes de valeur de cacao. Pour terminer et pour vous donner un peu faim, on voit effectivement un mouvement sur le marché. Donc, depuis le lancement de Beyond Chocolate, on voit des marques classiques belges et des marques de supermarchés qui s'engagent vers la certification comme première étape, mais qui s'engagent immédiatement aussi à aller un pas plus loin. Je citerai ici les exemples qu'on connaît, qui sont souvent cités, mais des chocolats Oxfam et des chocolats Belvas, qui ont décidé, par exemple, de payer des primes supplémentaires aux planteurs pour s'assurer que le niveau de revenu puisse augmenter. Beyond Chocolate a aussi permis de créer une discussion entre Ricolto, Fairtrade et Lidl sur leur marque Way2Go, qui également utilise un modèle avec des paiements supplémentaires pour s'assurer d'avoir un impact sur le revenu des producteurs, ce qui à nouveau est essentiel pour réussir à briser ce piège ou ce contexte de pauvreté qui est à la racine des challenges. Donc j'espère pouvoir vous avoir convaincu que le secteur belge est effectivement en train de se transformer et qu'il y a désormais aussi dans les supermarchés des produits qui sont disponibles aux consommateurs qui permettent de soutenir cette transformation. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Snook, de nous avoir parlé de cette initiative et de montrer ces initiatives inspirantes, montrer que le secteur bouge quand ils travaillent aussi ensemble pour œuvrer à plus de respect des droits humains. Alors, vous avez vu, mes deux collègues ont disparu. Il y a eu une coupure de courant dans les bâtiments du service public de Wallonie. Par chance, je n'y suis pas. Et donc, je prends le relais de l'animation de ce webinaire. Voilà, Marie et Céline essayent de faire le maximum pour nous rejoindre avec un plan B. Voilà, je pense que c'est un peu compliqué pour elles. Voilà, mais donc pour embrayer et ne pas mettre à mal voilà, le déroulement de ce webinaire, et par ailleurs, donc on avait prévu maintenant de vous présenter une petite vidéo qui a été réalisée par nos collègues du SPF Économie qui joue le rôle de point focal national, mais comme on a pris un peu de retard, on ne va pas la passer maintenant, éventuellement peut-être à la fin du webinaire. Et si cela vous convient, Monsieur Van Steenberg de Kalani, je vous propose de prendre la parole maintenant pour nous expliquer votre démarche. Merci. Bonjour à tous. Voilà, je pense que la présentation est affichée. Merci pour l'invitation. Mon rôle aujourd'hui est de répondre à la question les droits humains à l'échelle d'une entreprise. Qu'est-ce que Kalani a mis en place? Donc, on parle du secteur textile. Alors, petit problème pour faire défiler les slides. Voilà. Alors, l'entreprise et la marque Kalani. Kalani Home est une marque belge de linge de maison, linge de lit, linge de bain, linge d'intérieur, merveilleusement confortable, durable, certifié coton bio, certifié coton Fairtrade, haut de gamme mais abordable grâce à une politique de vente 2.0, c'est-à-dire en ligne, en direct et sans intermédiaire, avec une transparence de prix et une traçabilité presque unique au monde. Alors, la stratégie, au niveau de la vision, depuis le départ, on s'est dit qu'aujourd'hui, il était possible de créer, gérer et développer une entreprise avec des valeurs éthiques et écologiques profondes et être profitable en travaillant simplement autrement par rapport au système traditionnel, en intégrant le développement durable dans l'ADN de la marque et le devoir de vigilance au centre de la stratégie d'entreprise. La mission de Kalani Home est d'améliorer le confort des gens à la maison avec des produits naturels, durables, bio, éthiques, équitables, haut de gamme mais à prix abordable. La stratégie, la culture d'entreprise, les valeurs et les processus de fonctionnement sont tous coordonnés autour d'une démarche holistique. Alors, pourquoi une démarche de devoir de vigilance dans une entreprise comme Kalani? Alors, car nous passons en moyenne 30% de notre vie dans notre lit et que le confort est important pour avoir des nuits réparatrices. Mais car tout le monde a besoin d'un bon sommeil. Et en tant que marque, nous ne pouvions pas dormir aussi bien que nos clients si tous les ouvriers fermés de notre supply chain ne pouvaient pas également dormir ou si nous avions des impacts négatifs sur la planète. Pour nous, le développement durable, ce n'est pas juste une question de certification ou pour avoir une bonne conscience, c'est une approche holistique. C'est un voyage et qui commence par le devoir de vigilance, donc le due diligence en anglais. Car lorsqu'on travaille des produits, nous devons savoir où ils sont fabriqués, par qui, comment et avec quels impacts, qu'ils soient sociaux ou environnementaux. Nous pourrions parler pendant des heures du devoir de vigilance, mais nous n'avons que 10 minutes, et peut-être un peu moins puisque je pense qu'on a pris un petit peu de retard, donc je vais essayer d'aller vite tout en étant clair. Alors, on va se concentrer sur la méthodologie globale du devoir de vigilance que nous avons développée et sur des actions concrètes en termes de responsabilité sociétale pour soutenir les objectifs du développement durable de l'ONU. Alors, Kalani est encore une petite et jeune entreprise, fondée seulement en 2016. Mais déjà 1 an avant le lancement, nous avions commencé notre travail de devoir de vigilance et il ne s'arrêtera jamais. On a commencé par avoir une cartographie complète de notre chaîne d'approvisionnement. On travaille avec un nombre limité de fournisseurs. Nous les connaissons tous très bien et leur rendons visite autant que possible, même si c'est un petit peu plus compliqué depuis 2 ans avec le Covid. On a une traçabilité jusqu'aux matières premières, donc dans notre cas, le coton bio, ce qui est assez unique dans le textile. Nous approvisionnons en sourcing direct auprès d'usines avec lesquelles on travaille en partenariat. On fait une analyse de risque annuelle par pays, par fournisseur, et on a mis en place une série de moyens pour limiter les risques. Par exemple, toutes les usines font l'objet d'audits sur leurs pratiques sociales et environnementales.
On anticipe tous les problèmes avec nos usines avec des discussions régulières et transparentes. On ne marchande pas les prix pour donner juste quelques exemples. Au niveau des réalisations, je vais vous les exposer rapidement en suivant les 6 P du développement durable. Il y en a 3 à la base, mais on en parle de plus en plus de 6. Et en les illustrant aussi avec les objectifs de développement durable, donc les SDGs qui sont directement liés. Alors au niveau people, tous les produits sont certifiés en coton Fairtrade, c'est-à-dire que le coton est payé à un prix équitable, c'est-à-dire le premium Fairtrade, en plus du prix du marché du coton en bourse. Mais comme nous estimons que ce premium Fairtrade pour le secteur du coton en particulier n'est pas suffisant, on paye en moyenne 13% et demi en plus que le premium Fairtrade. On a une politique de sourcing avec un prix juste, une relation de partenariat avec les usines de production éthique. Les produits sont tous certifiés en coton bio-GOTS, c'est-à-dire qu'ils sont aussi inoffensifs pour la santé. Ce sont des produits haut de gamme, durables et abordables, ce qui a un impact aussi au niveau people, au niveau des clients. Au niveau planète, on travaille qu'avec des fibres naturelles ou renouvelables. 100% des produits sont certifiés GOTS, c'est-à-dire sans OGM, sans intrants chimiques, avec des teintures inoffensives et une gestion raisonnable de l'eau. La certification BioGOTS et la certification vegan aident aussi évidemment à protéger la biodiversité. On calcule et on communique sur l'empreinte environnementale. On travaille en partenariat avec des usines équipées d'ETP. DTP, c'est des Effluent Treatment Plants qui se permettent de nettoyer les eaux usées après les teintures avant de les relâcher dans l'environnement. Et on est en partenariat avec une coopérative de coton bio Fairtrade Best Practice qui protège la biodiversité. D'un point de vue Prosperity, on a une démarche de développement durable holistique, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, on intègre People, Planète et Profit et Prospérité aussi, ce qui garantit un développement organique et une prospérité également de nos partenaires. On travaille en partenariat, en collaboration avec toutes les parties prenantes de l'écosystème autour de Kalani. Un exemple, on a participé en 2021 aussi à 5 workshops avec The Shift, donc, qui était un organisme de la société civile, en collaboration avec Cap Conseil, qui ont tous les deux pris la parole juste avant moi, pour nous aider à structurer ce que nous faisons déjà de façon instinctive et intuitive depuis le début de Kalani. On travaille en partenariat avec une coopérative de coton bio Fairtrade, avec une coalition de 17 petites et moyennes entreprises de 4 continents, ce qui donne aussi un exemple de partenariat. Au niveau Peace, donc justice, on a une démarche activiste à propos des lois sur le devoir de vigilance des entreprises. Et par rapport au Pleasure, on est une équipe de passionnés qui œuvrent pour développer des impacts positifs, une équipe motivée qui travaille avec plaisir pour permettre à l'entreprise d'évoluer positivement et de soutenir son développement durable. Comment est-ce qu'on mesure notre développement durable? Déjà, par rapport aux impacts environnementaux, on en mesure certains au niveau de chaque produit. On le communique sur les sites Internet, sur l'e-shop. On a un calculateur qui mesure aussi les économies d'impact sur certains de ces impacts sur la home page. On fait un reporting complet de notre stratégie de développement durable chaque année auprès d'une ONG spécialisée dans le textile qui s'appelle Textile Exchange. Et Kalani était reconnue comme entreprise leader, donc au niveau 4 d'un point de vue mondial au niveau du secteur textile. D'un point de vue social, on collecte des datas depuis 6 ans avec des personnes qui tournent dans les fermes et qui collectent des datas avec une application sur smartphone. Et on espère pouvoir communiquer bientôt sur l'évolution de ces impacts sociaux au fur et à mesure des dernières années. On est aussi engagé auprès de toute une série d'associations, que ce soit par nos audits bio, vegan, Fairtrade, mais on est aussi signataire de la charte des SDGs à travers The Shift. On est signataire de la Fashion Industry Charter for Climate Action, signataire du Turkmenistan Cotton Pledge et Ouzbékistan Cotton Pledge, ce qui fait référence aussi à ce que Aurélie Lambert a expliqué tout au début avec le travail forcé dans certains pays. On est membre de Textile Exchange, bénévole dans 4 groupes de travail, une entreprise pionnière et militante sur le devoir de vigilance des entreprises, membre de la Fédération belge du commerce équitable, de l'SBL Ecopreneur Belgium et de The Shift depuis cette année-ci.
On m'a posé comme question quelle était l'évolution du secteur textile depuis le début de ma carrière, et de vous le présenter ici brièvement. Alors, c'est une question compliquée parce qu'il y a énormément de choses, mais voilà, j'aurais envie de dire que le secteur textile est l'un des plus polluants et plus controversés en termes de droits humains, mais qu'il a énormément évolué aussi, même s'il reste encore beaucoup de défis à relever. Il y a toujours des problèmes, que ce soit dans des productions européennes, asiatiques ou sur d'autres continents. Dans le textile, ce qui est important aussi de savoir, c'est que le local est une hypocrisie et du greenwashing, et c'est important de comprendre. On peut en discuter un autre jour. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à me contacter. Mais il y a aussi beaucoup de bons exemples, très inspirants. Et aujourd'hui, Internet donne accès à l'information pour trouver des bonnes pratiques. Le devoir de vigilance obligatoire devrait aider à rééquilibrer les écarts dans cette industrie. Et en conclusion, je dirais que le développement durable, la sustainability, n'est pas réservé aux associations militantes et activistes, c'est aussi pour les entreprises. Le développement durable commence par le devoir de vigilance et se poursuit comme un voyage d'amélioration continue et de perpétuelle remise en question. La plupart des entreprises sont capables de mettre en place un processus de devoir de vigilance, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur. C'est une question de décision, de priorité, moyens, humains, de temps, bien entendu, et de volonté de trouver des solutions pour contourner les éventuels obstacles. Et bientôt, ce ne sera plus un choix, puisque l'Europe et la Belgique vont légiférer, et toutes les entreprises seront sur un pied d'égalité. Voilà. Merci. Marie, tu reprends la parole? Oui, Marie, ton micro. Il n'y a pas le micro. Il y a un petit problème technique, ma collègue et moi, mais donc en principe, le réseau est de nouveau stable. Merci en tout cas voilà, pour cet aperçu de votre aventure textile. Habituellement, là, on parle des 5 P pour regrouper les 17 objectifs de développement durable, People, Planet, Prosperity, Peace et Partnership. Et moi, j'ai bien aimé voilà, le 6e P pour le plaisir que vous avez repris là dans votre présentation pour quelque part aussi orienter les affaires en ce sens. Alors, du côté du chat, je ne suis pas sûre qu'il y ait des questions à ce stade, mais si quelqu'un souhaite en poser, c'est encore possible. Je propose qu'on avance alors dans le webinaire et qu'on réserve un moment plus conséquent en fin de webinaire pour vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à lever votre main. Donc, on arrive là à la dernière partie en fait de la matinée où ma collègue Céline Marquet donc, va vous présenter les modalités de la consultation nationale pour l'élaboration de ce 2e plan d'action national entreprise et droits humains. Alors, avant qu'elle ne se lance, en fait, en parallèle, j'ouvre la possibilité d'indiquer sur menti.com, donc Céline va vous mettre dans le chat le lien vers ce site avec un code que vous pouvez rentrer sur la page d'accueil de Menti, simplement pour déjà faire part au groupe des idées d'action que vous pourriez avoir pour ce 2e plan d'action national. Donc, ce n'est bien sûr ici pas la consultation en tant que telle, hein, mais c'est vraiment juste pour déjà commencer à interagir avec vous sur les idées qui sont présentes au sein du groupe. Donc, voilà, tout au long de la présentation de Céline, n'hésitez pas à indiquer vos idées. Vous avez, je pense, jusqu'à 3 possibilités, 3 idées par personne que vous pouvez encoder. Et on y reviendra après la présentation de Céline. Merci Marie. Alors, je ne vais peut-être pas revenir en détail sur ce que j'avais prévu de base et donc sur les 31 principes directeurs répartis en 3 piliers qui ont déjà été bien évoqués par nos intervenants. Néanmoins, au vu des différents éléments qui viennent de nous être partagés, je pense que c'est quand même important de souligner la transversalité en fait, qu'implique cette approche.
par le biais de ces principes qui touchent non seulement aux droits humains, mais également aux droits du travail, au droit à un environnement plus propre, et non seulement sur le territoire sur lequel une organisation opère, mais aussi au-delà des frontières et tout au long de sa chaîne de valeur. Alors, vous vous posez quand même sans doute la question, mais où on en est finalement en Belgique dans l'adoption de ces principes directeurs? Alors, certains éléments ont déjà été évoqués lors des interventions précédentes, mais il s'agit ici de retracer un peu le fil rouge qui concerne l'élaboration du deuxième plan d'action national qui nous occupe aujourd'hui. Alors, en 2017, en fait, les gouvernements belges ont adopté un premier plan d'action national. Et poursuivre le cycle du coup préconisé par l'ONU, une évaluation indépendante, et donc la fameuse National Baseline Assessment dont on a déjà parlé a été commandée par l'Institut fédéral pour le développement durable et le Service fédéral des affaires étrangères, afin en fait de retracer les progrès réalisés par les autorités et les entreprises belges depuis l'adoption du premier plan. Et plus précisément, les chercheurs ont évalué dans quelle mesure les autorités et les entreprises pouvaient mettre en œuvre ces principes et ont formulé environ 80 recommandations, la plupart pour améliorer les piliers 1 et 3. Un site web y est dédié d'ailleurs, avec notamment une version complète et synthétique de l'évaluation, mais ça, vous les retrouverez dans tous les documents qui vous seront envoyés. Alors, de manière assez sommaire, voici quelques points clés en fait qui émanent des recommandations pour les différents piliers. Pour le premier pilier, la Belgique et ses gouvernements sont notamment invités à adopter des réformes plus structurelles, notamment lorsqu'il y a des maillons de la chaîne de valeur dans des zones touchées par des conflits. Des recommandations portent également sur l'importance de renforcer les mécanismes de traçabilité quant au respect des droits de l'homme dans les marchés publics. Pour les deuxièmes piliers, comme on l'a évoqué, on est plutôt ici sur des recommandations à destination des entreprises pour qu'elles développent leur engagement au plus haut niveau sur ces différentes questions. Et enfin, le troisième pilier, la NBA pointe des mécanismes étatiques de réclamation judiciaire et non judiciaire pour faciliter la voie de recours aux personnes ou aux entités qui auraient été lésées. Alors, pour donner suite au constat de cette NBA et dans le souci de faire avancer la mise en œuvre de ces principes directeurs, les autorités belges ont pris en mars 2021 la décision d'élaborer un deuxième plan d'action national entreprise et droits humains. Alors, comme pour le premier plan, la coordination de l'élaboration de ce plan, elle a été confiée à un groupe de travail RSE, donc responsabilité sociétale des organisations, de la CIDD, donc de la Commission interdépartementale pour le développement durable, groupe de travail dans lequel sont représentées des administrations fédérales et régionales et dont fait partie la direction du développement durable. Alors, ce groupe de travail, il est actuellement en train de formuler des actions à intégrer dans ce projet de plan national et qui répondent aux lacunes identifiées dans la NBA. Et parallèlement, le processus d'élaboration prévoit une consultation des parties prenantes afin de recueillir leurs propositions d'action concrètes. Donc, cette consultation a été lancée le 18 janvier dernier et est en cours jusqu'au 3 mars prochain. Donc, nous vous invitons évidemment à y contribuer et sur base de des inputs que nous aurons reçus au sein de ce groupe de travail, un avant-projet alors sera rédigé dans le courant du mois de mars. Une première validation politique devrait intervenir en avril au niveau du corps multi au SPF Affaires étrangères, c'est-à-dire l'organe décisionnel pour des thématiques multilatérales. Ensuite, des conseils d'avis seront interrogés au fédéral et dans les régions pour arriver, on espère, à une adoption du prochain plan par nos gouvernements en juin. Alors,
Je pense que le plus simple, c'est en quoi consiste cette consultation. On vous invite en fait à contribuer et à proposer des actions concrètes via un tableau Excel que nous avons compilé en collaboration avec les autres membres de ce groupe de travail. Je vais vous le partager et on va le parcourir ensemble rapidement pour vous donner un aperçu en fait. Voilà. Marie, d'ailleurs, je te laisse aussi. Est-ce qu'on n'enverrait bien pas le lien pour le tableau dans le chat? Comme ça, les participants peuvent l'ouvrir aussi de leur côté si vous le souhaitez. Et comme ça, vous y avez accès plus facilement. Alors, voilà, dans les grandes lignes, hein, on a un premier onglet ici qui rappelle le contexte et qui renseigne sur différents sites internationaux qui peuvent vous donner de l'inspiration dans la proposition d'actions sur base d'initiatives internationales dans le cadre de l'élaboration de leurs plans nationaux. On a ensuite un deuxième onglet qui est la table des matières et qui représente en fait, on a parlé toute cette matinée des 3 différents piliers et des principes directeurs, il y en a 31. Donc vous voyez ici sur ce deuxième onglet tous les principes directeurs derrière lesquels se cachent les recommandations de la NBA. Et donc, vous pouvez cliquer sur n'importe quel principe qui vous amènera alors à l'onglet plus spécifique dans lequel vous retrouvez les recommandations de la NBA avec à chaque fois une traduction qui provient du document originel en anglais et il y a une traduction en français et en néerlandais. Donc ici, voilà, les différents onglets sont séparés de la sorte pour le pilier 1, 2 et 3. Donc, c'est ici, en fait, à partir de la colonne F qu'on vous invite à proposer vos différentes actions et à éventuellement détailler certaines de vos propositions avec des exemples de bonnes pratiques, les parties prenantes à consulter. Et certains indicateurs si vous y pensez. Enfin voilà, on vous laisse la possibilité de le faire, mais ce n'est évidemment pas obligatoire. Donc voilà, comme on l'a évoqué, toutes les parties prenantes sont invitées à faire des propositions. Alors évidemment, il n'est pas nécessaire de compléter tout le tableau pour participer à cette consultation, hein, même si vous avez une seule proposition, on vous invite également à la placer au meilleur endroit possible dans le tableau. Si votre proposition d'action n'est pas directement liée à une recommandation, on a également créé un onglet autre dans lequel vous pouvez l'insérer. Alors, petite remarque supplémentaire peut-être, la CIDD s'attend de préférence à des propositions de fédérations plus regroupées qui vont faciliter en fait le traitement des données. Ceci dit, nous n'empêcherons pas que toute partie prenante puisse part à la consultation au nom de son organisation. Et donc, à noter également que vous êtes évidemment libre de faire des propositions dans les différents piliers. Si vous êtes une entreprise, vous n'êtes pas obligé de vous contenter du pilier 2, mais vous pouvez faire également des propositions d'action qui seraient plutôt destinées à l'État ou aux éléments plutôt législatifs qui devraient être mis en œuvre. Donc voilà pour les aspects plus pratiques concernant les modalités pour répondre à la consultation en cours. Suite à ce webinaire, on vous reviendra avec un mail un peu récapitulatif pour centraliser toutes les informations reçues lors de cette matinée. Et donc peut-être encore pour rappel, elle est en cours jusqu'au 3 mars prochain. Et donc n'hésitez pas à y jeter un œil rapidement. Parce que comme vous l'avez remarqué, c'est une thématique assez large et le tableau est bien costaud. Voilà pour ma part, Marie.
Oui, merci, merci Céline. Donc en effet, après le webinaire, on vous enverra un mail avec tous les liens et les coordonnées mail aussi à utiliser pour renvoyer vos propositions d'action. Alors ce que je vous propose dans l'immédiat, c'est de vous partager les propositions que vous avez émises dans Menti. On va les parcourir ensemble. Voilà, donc merci pour vos contributions. On voit bien que il y a des propositions de différentes natures, évidemment les questions liées à la législation, donc au fait de rendre les choses contraignantes. Je ne sais pas chez vous, mais il y a les mots qui bougent tout le temps, donc c'est plus compliqué. Il y a des propositions aussi pour finalement soutenir les entreprises, que ce soit à travers des chèques entreprises, j'imagine, notamment pour se former à ce processus de vigilance, de devoir de vigilance. Sensibilisation aussi en traduisant par exemple le CSR Risk Checker dont il a été question. Voilà, la formation, c'est en lien avec ça. La cohérence des politiques, voilà, ça renvoie aussi la responsabilité évidemment envers les acteurs étatiques, puisque comme on l'a vu tout au long de la matinée, chacun a sa part de responsabilité. Et puis le consommateur aussi, le fait de le conscientiser, c'est évidemment très important. Voilà, je ne vais pas lire toutes vos propositions, mais voilà, merci de les avoir partagées avec le groupe. Ça va lancer, j'imagine, vos réflexions et donc on vous invite vraiment à les développer dans le tableur Excel tel que présenté par Céline. Alors, on a encore quelques minutes en fait pour prendre vos questions si vous le souhaitez. Je ne pense pas qu'à ce stade, il y en ait. Non, je n'en vois pas. Non. Bon, c'est que tout était très clair. Du coup, comme on a encore quelques minutes, en fait, Céline, ce qu'on avait en fait prévu là tout à l'heure pour mieux introduire en fait l'entreprise Calani, c'était en fait de vous montrer une vidéo qui a été réalisée par le SPF Économie. Donc, si vous avez été attentif d'ailleurs au tout début dans la présentation de Monsieur Gaulier, vous avez entendu que les pays de l'OCDE ont donc un point de contact national en lien avec les principes directeurs OCDE. Et chez nous, en Belgique, c'est donc le service public fédéral économique qui endosse ce rôle. Et donc, sur leur site, d'une part, il y a aussi pas mal d'informations et d'outils sur la conduite responsable des entreprises, mais il y a aussi cette vidéo de 3 minutes qui présente en fait le travail de 3 entreprises, dont celle de Calani. Et donc, c'est Céline qui va nous partager son écran. On va la regarder ensemble. Donc moi, je m'appelle Maxence Lacroix. Je m'appelle Bruno Van Steenberg. Ik ben Manu Lemeur. Javri, c'est une entreprise qui vend du café éthique et éco-responsable à des entreprises, mais aussi à des particuliers et à des magasins qui revendent en vrac. Calani est une entreprise de linge de maison, produit 100% en coton bio-certifié GOTS, en coton Fairtrade. Ik ben de zaakvoerder van Drukkerij Zwart op Wit. We bestaan al sinds 1935, dus we zijn een familiebedrijf. Oui, les valeurs du projet sont hyper fortes. On parle d'éthique, d'éco-responsabilité. Et depuis le début, on savait qu'on allait travailler qu'avec du coton bio-certifié ou des fibres durables. On savait qu'on allait travailler en Fairtrade. On savait qu'on allait travailler en direct avec les coöperatives. Het was de uitdaging om te gaan kijken of dit bedrijf gezond kon blijven, niet met groei als strategie of als doel. La valeur commerciale, entre guillemets, qu'on peut mettre derrière ces valeurs qui sont importantes, elle est à la fois positive, à la fois négative. Elle est positive parce que je pense qu'il y a une tendance, comme on le disait, à vouloir, en tant que consommateur, en tant qu'entreprise cliente, se greenifier, à avoir un impact moindre. Et ça passe notamment par de l'achat de café qui a du sens. Wij werken al sinds 2016 100% CO2-neutraal. Dat wil dus zeggen,
heel de ketting, tot en met het transport tot aan de klant, wordt CO2-neutraal uitgevoerd. Dans notre cas, on a réussi quand même à prouver que c'était possible de faire du haut de gamme durable à prix abordable, simplement en changeant la façon de fonctionner. Finalement, le travailler autrement nous permet d'acheter plus cher, de produire mieux, tout en étant compétitif sur le prix de vente. We hebben de keuze gemaakt om met offset te laten werken die helemaal geen ontwikkeling meer nodig hebben. Waardoor dat je in ons geval meer dan 1 miljoen liter water bespaart en 10.000 liter ontwikkelaar die we niet meer moeten laten verwerken. C'est plus coûteux, ça prend un peu plus de temps, mais c'est pas impossible. La preuve, on le fait. Et on est une toute petite entreprise et on le fait depuis le début. Il faut trouver des solutions tout le temps qui sortent de ce qui existe. Typiquement pour les packaging biosourcés, on a dû faire de la recherche et développement, c'était très compliqué, ça nous a mis quasi 2 ans avant de les trouver. Doe dit met kleine stappen, leg het goed uit, zowel aan uw medewerkers als aan uw cliënteel. On a toujours des impacts, mais on voulait que ces impacts soient le plus limités possible. Als je je naam duurzaam drukwerk wil blijven voeren, is er maar één keuze mogelijk. Les gens qui travaillent pour Calani sont contents et fiers de faire partie de cette histoire. Oser avoir une vision long terme qui prend en compte l'aspect écologique, parce que sur le long terme, on est tous gagnants à agir de cette manière-là en fait. Voilà, donc on arrive tout doucement au bout de cette matinée. Je ne vois toujours pas de questions. Mais donc voilà, je vais alors passer la parole à Natasha Zwinen, qui est donc en charge de la direction du développement durable, pour nous adresser quelques mots de clôture. Oui, merci Marie. Voilà, je pense que c'était une belle matinée. Je voudrais tout d'abord remercier voilà, tous les intervenants qui, je pense, ont permis d'approfondir les connaissances de chacun, à la fois sur les concepts, sur le cadre juridique existant et sur l'état général de progrès de la Belgique dans le domaine des droits humains, et puis aussi de nous inspirer avec des exemples très concrets. Je pense que ça a été bien montré. La question des droits humains, elle est au cœur de notre quotidien, comme cela a été dit, de la pâte à tartiner au chocolat, au spaghetti bolo, à notre GSM, en passant par notre sommeil, comme ça vient de l'être montré par Calani. Donc, si ces concepts qui pouvaient paraître abstraits peut-être pour certains au début de ce webinaire, dans les faits, je pense que ça ne l'est pas et ça a été démontré, ça nous concerne tous. Merci aussi à tous les participants. J'ai vu que nous étions plus de 70 pendant une partie de cette matinée. Je pense avec un public assez diversifié, hein, des entreprises, leurs fédérations, des syndicats, des ONG et aussi le milieu académique. Je pense que ça a été aussi montré que c'est aussi en agissant tous ensemble que l'on pourra évoluer sur cette question. Et c'est particulièrement important puisque 10 ans après l'adoption des principes directeurs des Nations Unies relatifs à cette question des entreprises et des droits de l'homme, il y a encore de grandes lacunes en Belgique et ailleurs, et il y a une volonté ici d'aller de l'avant pour renforcer et améliorer nos démarches en la matière. L'évaluation avait montré qu'on n'allait pas assez loin dans l'équilibre entre action volontaire et réglementation stricte. Voilà, je pense que ça a été entendu, notamment au travers de l'intervention de M. Gaulier, que les instruments juridiques se profilent. À la fois, l'ONU examine un instrument juridique contraignant en matière de droits humains, mais il y a aussi le travail qui se fait au niveau européen au travers d'une directive qui est en préparation. Et puis, il y avait aussi eu l'initiative belge au Parlement, mais voilà, qui est en attente de ce qui se passe au niveau européen. Donc, on voit que le train va dans un renforcement de la législation. Le lien avec les 17 objectifs de développement durable, il a aussi été tout à fait mentionné. Hein, c'est des agendas communs qui relient les enjeux sociaux et environnementaux et qui doivent être revus de manière intégrée. C'est particulièrement voilà, important. Moi, j'avais eu l'occasion, il y a presque 20 ans maintenant, de travailler sur le label social, qui était un prémisse de ces questions sur les droits humains en Belgique. Et je suis particulièrement contente de voir que cette question ressurgit aujourd'hui voilà, avec plus d'ambition.
Voilà, pour terminer, je voudrais aussi remercier Marie et Céline voilà, pour la préparation et l'animation de cette matinée et le fait qu'elles aient réussi aussi à surmonter les problèmes techniques qu'elles ont pu rencontrer. Elles sont à votre disposition pour vous aider aussi dans les réponses à cette consultation. Vous avez vu, il y a un tableau Excel, il n'est pas toujours peut-être évident de rentrer dedans. Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à notre équipe, on est là pour vous soutenir. Et voilà, on espère que les résultats de cette consultation seront riches pour pouvoir remettre au monde politique des propositions ambitieuses pour aller de l'avant sur la question des droits humains. Merci beaucoup pour votre participation ce matin. Merci. Voilà. Voilà qui clôture ce webinaire. Merci Natacha et merci pour votre participation. Bonne continuation. Merci à vous. Bonne journée, merci.